Eh bien, bonjour à tous. Alors, cette étude de personnages est assez originale puisque jusque-là, elles étaient centrées sur des hommes. Eh bien, nous allons modifier cela puisque nous allons faire honneur à la gente féminine et pas n'importe laquelle puisque nous allons parler de 5 souveraines qui ont régné durant l'Antiquité. Pour parfaire ce top, je serai accompagné d'Hérodoc, la chaîne Histoire. Bref, c'est parti, générique. À la 5e position de ce classement, nous allons retrouver Arsinoé IV. Elle fut co-régente du trône d'Égypte avec son frère Ptolémée XIII Philopator, de 50 à octobre 48, avant Jésus-Christ. Vous l'auriez compris, l'Égypte est soumise à la dynastie ptolémaïque, soit la dernière avant l'invasion romaine. Son arrivée au pouvoir est assez inattendue. En effet, Ptolémée XIII avait épousé sa sœur, Cléopâtre VII, soit la légendaire Cléopâtre qu'on connaît tous, mais trop jeune pour gouverner, Ptolémée fut contraint de céder momentanément le royaume à 3 régents. Ces derniers provoquèrent de tumultueux désaccords après avoir chassé Cléopâtre et portèrent à sa place Arsinoé IV. Pendant que cette dernière se fait couronner reine, Cléopâtre prépare sa vengeance. Et quoi de mieux pour préparer sa vengeance que de faire appel aux Romains, et en particulier le célèbre Jules César. De nombreuses batailles furent lancées, donnant dans un premier temps la victoire aux Égyptiens, puis aux Romains dans un second temps. Dans les batailles, la bibliothèque d'Alexandrie fut détruite dans l'incendie du port. Notre reine Arsinoé fut capturée, tandis que Ptolémée XIII périt dans les eaux du Nil en se noyant. Il faut savoir que les prisonniers des triomphes étaient dans la plupart des temps soumis à la peine capitale, mais Arsinoé IV échappa à ce sort par pitié des Romains qui lui accordèrent l'exil dans le temple d'Artémis à Éphèse. Elle garda un œil externe sur la politique égyptienne, notamment sur sa sœur Cléopâtre VII, mais alors que Ptolémée XIV se fait assassiner, Arsinoé devient co-régente avec Cléopâtre, mais pas pour longtemps car la pression l'a fait abdiquer précipitamment. À la suite de l'assassinat perpétué contre César, un triumvirat est mis en place, et l'un des acteurs de ce triumvirat, Marc-Antoine, s'allie avec Cléopâtre et s'oppose à Arsinoé, bien que cette dernière ne semble plus avoir de grandes ambitions. Elle finit tout de même par être exécutée en 41 avant Jésus-Christ, sous ordre de Cléopâtre. Bien que l'on ne soit pas certain de sa réelle existence, la reine de Saba est citée par les 3 religions monothéistes que sont le judaïsme, le christianisme et l'islam. Cependant, l'emplacement de Saba, ou Sheba, a souvent été remis en question, certains le plaçant dans le sud de l'Arabie, sous le nom de royaume de Saba, soit dans le Yémen actuel, quand des sources arabes désignent la reine de Saba sous le nom de Balkis. Difficile de tirer une vérité sur tout cela, quand on sait que vers le milieu du premier millénaire avant notre ère, il y avait aussi des Sabéens dans la Corne de l'Afrique, dans une région qui devint bien plus tard, vers le IVe siècle avant Jésus-Christ, le royaume d'Aksum, dans l'actuelle Éthiopie. Ainsi ce serait l'Éthiopie, selon certains, qui apparaîtrait en première ligne des pays se revendiquant de l'héritage de la reine de Saba, dit Makeda, en l'occurrence la mère de la nation. Il est à signaler que l'identification de l'Éthiopie comme royaume de Saba est soutenue également par l'historien juif Flavius Joseph du 1er siècle après Jésus-Christ dans ses Antiquités judaïques, qui prétend que Saba était une ville royale fortifiée d'Éthiopie, que Cambyse II, un roi achéménide de l'Empire perse, qui lors de la conquête de l'Égypte vers 525 avant Jésus-Christ, aurait alors renommé Méroé. Ce nom se retrouve dans le Kebra Nagast, la gloire des rois, un récit épique du début du XIVe siècle qui rassemble des légendes populaires éthiopiennes, des traditions bibliques, talmudiques et coraniques, les associant en une mission divine de salut. Une sorte d'épopée nationale de l'Éthiopie qui relate notamment la rencontre entre la reine Makeda de Saba et le roi d'Israël Salomon et les aventures du fils qui naît de leur union, un certain Ménélik.
celui-ci décidant d'emporter la fameuse arche d'alliance avec lui jusqu'en Éthiopie. Ménélik, qui deviendra d'ailleurs le premier empereur légendaire d'Éthiopie, ainsi que le premier roi de la dynastie salomonide. Une dynastie qui va régner jusqu'à la déposition de Haïlé Sélassié Ier en 1974. Ce mythe fondateur de l'Abyssinie médiévale va par la suite largement inspirer le célèbre mouvement Rastafari. Dans le Coran, c'est un oiseau qui informe le roi Salomon de l'existence du royaume de Saba, gouverné par une reine immensément riche et belle. Bien que la reine soit consciente de la puissance militaire de son royaume, c'est bien elle qui opte pour une approche diplomatique en décidant d'envoyer des cadeaux au roi Salomon. Des cadeaux que ce premier va s'empresser de refuser en demandant aux représentants de la reine ce qu'ils apportaient là. Les messagers de la reine de Saba retournent aussitôt dans leur pays et lui rapportent tout ce qu'ils ont vu et entendu. Elle comprend alors qu'elle a affaire à plus fort qu'elle et elle décide d'aller le voir sur le champ pour lui dire que son peuple et elle acceptaient effectivement de se soumettre à son message et à son pouvoir. Arrivant au palais de Salomon, la reine va commettre une erreur en confondant les pavés de cristal avec de l'eau et soulever ainsi sa robe pour traverser. Attribuant sa maladresse à son égarement religieux, elle va reconnaître son erreur et se convertir ainsi à la religion musulmane. Elle deviendra par la suite, dans la sculpture médiévale, le symbole même de la conversion à Dieu. Du point de vue archéologique, il est à noter que les recherches effectuées au Yémen, au sein même du temple d'Awam, appelé plus communément le sanctuaire de la reine de Saba, n'ont révélé aucune référence à cette dernière. Il y a pourtant de nombreuses inscriptions qui s'y trouvent, et en conséquence, nombre d'archéologues affirment qu'à ce jour, il n'y a aucune preuve factuelle de son existence. Ce qui ne veut pas dire que l'on ne puisse pas un jour découvrir bel et bien sa tombe. En troisième position, on va innover un peu, on va faire quelque chose d'un petit peu original. Nous allons parler d'une reine mythique, au sens littéral du terme, puisque nous allons parler de Didon. Connaissez-vous la ville de Carthage, ou l'empire carthaginois, qui s'est longtemps opposé aux Romains lors des guerres puniques? Mais est-ce que vous savez qui a bâti cet empire? Eh bien, c'est ce que nous allons voir selon cette légende. Selon les mythes antiques, Didon serait une princesse phénicienne qui devait accéder au trône avec son mari Siché. Mais le frère de Didon, Pygmalion, est un homme cupide pour qui la fin justifie les moyens. Pour accéder au trône, il tue donc le mari de Didon, Siché. Horrifiée, sa sœur Didon prend la sage décision de quitter la ville. Le navire transportant Didon fait escale à Chypre, puis en Tunisie. Évincé mais pas abattu, Didon décide de reconcevoir une puissante cité. Pour délimiter son nouveau territoire, elle passe un accord avec un seigneur local, qui lui donne comme territoire autant qu'il en faudra pour tenir dans la peau d'un bœuf. Maline, la reine évincée, découpe en de très fines lanières la peau du bœuf et délimite le territoire de la future ville de Carthage. On va retrouver Didon dans l'Énéide, où elle se lie d'amour avec Énée, l'un des rescapés de la guerre de Troie et fondateur de la future Rome. Lorsqu'Énée est contraint de quitter Didon pour accomplir sa destinée, c'est-à-dire fonder Rome, Didon se suicide. C'est une fin bien triste et tragique pour la reine carthaginoise. Tout le monde connaît la légende de Cléopâtre, célèbre pour sa beauté, son goût prononcé pour les bains de lait d'ânesse, ainsi que sa collection d'amants célèbres tels que Jules César ou Marc-Antoine. Cependant, peu savent que Cléopâtre VII était considérée comme l'une des femmes les plus intelligentes de son temps. Cléopâtre est née en 69 avant Jésus-Christ, son père étant le pharaon Ptolémée XII. Comme la reine Hatshepsut, avant de régner sans partage, elle a dû se défaire de son frère prétendant également au trône d'Égypte. Heureusement pour elle, il semble que les Ptolémées, d'origine grecque, étaient moins liés par le décret des anciennes divinités égyptiennes comme du temps d'Hatshepsut, celui-là même qui interdisait de nommer des femmes comme dirigeants. De plus, la cour égyptienne s'est toujours opposée à ce qu'une reine gouverne seule, ce qui explique que Cléopâtre et son jeune frère Ptolémée XIII vont hériter de la garde conjointe de l'Égypte à la mort de leur père en 51 avant Jésus-Christ. Sauf que rapidement,
De nombreux désaccords vont voir le jour, ce qui va conduire inévitablement à une guerre civile. Tant et si bien que Cléopâtre doit fuir en Syrie, puis à Ascalon, au sud de la Judée. Revenue en hâte, lorsqu'elle apprend la venue en Égypte de Jules César, à la poursuite de son principal rival, le grand Pompée, elle demande alors au consul romain d'intervenir en sa faveur. Vient alors le fameux épisode qui marque leur rencontre, un événement sans doute fictif, mais qui continue d'entretenir le mythe autour de Cléopâtre. Une Cléopâtre qui, ne pouvant approcher Jules César, décide alors la nuit venue de se faufiler dans son palais, cachée dans un tapis. À la surprise du général, lorsque le tapis est déroulé, elle apparaît ainsi comme par enchantement devant lui. Une entrée donc triomphale pour Cléopâtre, qui a tout juste 20 ans, quand César, lui, a bien 30 années de plus qu'elle. On ignore qui céda le premier à la tentation, ou si leur amour fut consommé le soir de leur rencontre. Quoi qu'il en soit, nous pouvons être sûrs que ce jour-là, ou bien dans les jours qui suivirent, César succomba à son charme. Mais les deux tourtereaux vont vite revenir à la réalité, puisqu'ils vont se retrouver littéralement assiégés par le frère de Cléopâtre, Ptolémée XIII, lui aussi bien décidé à régner en maître. Les renforts de César permettent cependant de lever le siège, et Ptolémée est tué à la bataille du Nil en 47 avant Jésus-Christ. La sœur de Cléopâtre, Arsinoé IV, qui a joué également un rôle dans cette tentative de prise de pouvoir, se retrouve quant à elle exilée à Éphèse avant de finir assassinée. César, après avoir maté cette rébellion, décide alors de confier les clés de l'Égypte à Cléopâtre et la nomme elle et son autre jeune frère, Ptolémée XIV, alors âgé de 12 ans, co-régent du royaume. Or, Cléopâtre n'est absolument pas décidée à partager le trône avec un frère, quel qu'il soit, et le fait en conséquence assassiner en 44 avant Jésus-Christ. De toute évidence, que ce soit son alliance avec César ou bien l'élimination de ses adversaires, force est de constater qu'elle était une brillante stratège politique. De nos jours, même si l'on ne dispose pas vraiment de portrait de la reine d'Égypte, Cléopâtre reste considérée comme l'une des plus belles femmes du monde, preuve en est les fictions, les publicités ou les clips musicaux la mettant en scène. Cependant, il semble que sa beauté ne surpassait pas son intellect. Plutarque reconnaît ainsi, dans sa vie d'Antoine, « Sa beauté n'avait rien d'incomparable et ne frappait pas à première vue, mais on ne pouvait échapper au charme que dégageait sa présence, la grâce naturelle de sa personne, l'amabilité de ses propos et la spontanéité de ses manières donnaient beaucoup de piquant à son entretien. Elle avait une voix ravissante et elle en jouait avec un art consommé, comme d'un instrument à cordes multiples, car elle parlait plusieurs langues. En tant que princesse royale, le précepteur de Cléopâtre fut Philostrate, qui va lui enseigner la prière et la philosophie. Elle se montre dès lors douée pour les études, notamment pour ce qui est du domaine de l'apprentissage des langues, puisqu'elle est tout simplement la première souveraine grecque à apprendre l'égyptien ancien. Ce qui fait qu'elle sait très tôt interpréter les hiéroglyphes, tout en sachant bien entendu parler couramment le grec, sa langue maternelle, mais également les langues des Parthes, des Juifs, des Mèdes, des Syriens, des Éthiopiens et des Arabes. Elle s'intéresse aussi à la géographie, l'histoire, l'astronomie, la diplomatie internationale, les mathématiques, l'alchimie, la médecine, la zoologie, l'économie, etc. Et compte tenu de son histoire d'amour avec César, puis avec Antoine, l'ancien bras droit de ce dernier, mais aussi à son séjour à Rome, il y a fort à parier qu'elle avait également appris à parler couramment le latin. Soucieuse de son apparence, elle savait aussi confectionner des cosmétiques dans son laboratoire personnel, prenant même le temps d'écrire quelques ouvrages traitant de cosmétologie. Ces ouvrages étaient bien connus au cours des premiers siècles du christianisme, mais malheureusement, tous ces livres ont été détruits dans l'incendie de la grande bibliothèque d'Alexandrie en 391 après Jésus-Christ. À noter que Cléopâtre elle-même avait été étudiante à la bibliothèque d'Alexandrie. Pendant la guerre civile qui va opposer Octave à Marc-Antoine, chacun se voulant l'héritier de Jules César, Cléopâtre va se ranger du côté d'Antoine et lui prêter main forte à la tête de sa propre flotte. Une alliance qui prendra fin avec la bataille navale d'Actium sur la côte occidentale de la Grèce, dans le golfe Ambracique, au nord de l'île de Leucade, le 2 septembre de l'an 31 avant Jésus-Christ. Une cruelle défaite face à Octave et Agrippa, le commandant de la flotte romaine, qui conduira directement à la mort de Cléopâtre sans doute le 10 ou 12 août 30 avant Jésus-Christ, à Alexandrie, alors qu'elle n'avait que 39 ans. Selon les auteurs anciens, grecs et romains, Cléopâtre VII se serait suicidée en laissant un aspic, mais plus vraisemblablement un cobra égyptien, la mordre ainsi que 2 de ses servantes. Selon d'autres sources,
Cléopâtre aurait très bien pu s'empoisonner en utilisant soit une boisson toxique, soit un instrument pointu comme une épingle à cheveux. Quoi qu'il en soit, elle disparaît ainsi que son amant Marc-Antoine, de même que son rêve de voir renaître un jour l'empire d'Alexandre le Grand. À la première place de ce classement, on va retrouver la célèbre reine Olympias. Connue pour être la mère d'Alexandre, elle est en réalité bien plus intéressante que ça. Deuxième femme de Philippe II, roi de Macédoine, avec ce dernier, ils auront un fils du nom d'Alexandre. En tant que mère dévouée et assez proche du pouvoir, elle essayera toujours de faire primer les droits de son fils à la cour macédonienne, ce qui portera plus tard ses fruits. Selon certaines sources, elle serait à l'origine de la mort de son mari Philippe II, mort assassiné. Quoi qu'il en soit, elle entretient une relation assez forte avec son fils avant qu'il ne parte conquérir l'Orient. À la mort d'Alexandre, Olympias reste pleine d'ambition. Pour preuve, elle cherche à arranger sa fille dans un mariage diplomatique. En pleine guerre des Diadoques, c'est-à-dire les généraux d'Alexandre, elle fait campagne en Macédoine, protège les proches d'Alexandre comme Roxane, l'une des anciennes femmes du monarque. Mais Cassandre, l'un des Diadoques, l'assiège. Olympias se rend en pensant avoir la vie sauve. Il faut dire que c'est ce qu'on lui avait promis. Mais la réalité est qu'elle finit par être lapidée. Une fin bien triste pour cette ambitieuse reine. Sur ce, la vidéo est pratiquement terminée. Mais avant cela, je tenais à remercier Hérodoc, la chaîne Histoire, pour sa magnifique participation. Il aura rendu la vidéo incroyable. Et avant de vous spoiler le prochain épisode, je vous invite à aller voir sa chaîne, très intéressante, qui aborde de nombreuses thématiques liées à l'histoire. Et surtout, parce que très bientôt va sortir la suite de cette vidéo où j'apparaîtrai pour parler de 2 autres reines antiques. Voilà, sur ce, je vous spoil la prochaine vidéo, qui sera sur